Merci d'avoir répondu à notre invitation, Maître Doudou Ndoye. Bonjour. Bonjour, Monsieur Fall. Je vous remercie et je suis honoré de votre invitation. Vous avez été garde des Sceaux, ministre de la Justice du Sénégal pendant 3 ans, entre 1983 et 1986, et depuis, vous ne cessez d'appeler à des réformes majeures de la justice sénégalaise. Qui a intérêt à ce que les choses ne changent pas avant d'entrer dans le fond du sujet? Franchement, je pense que tout le monde a intérêt à ce que les choses changent. Je ne vois personne qui ait intérêt à ce que les choses ne changent pas. Changer positivement, changer dans le progrès, au profit de tout le monde. Tout le monde y a intérêt. C'est mon point de vue. Et quand on vous entend justement parler de réforme de la justice, vous insistez souvent sur le justiciable, sur les réformes à faire, sur le code pénal, le code de procédure pénale ou encore le code des obligations civiles et commerciales. Trop de dispositions à vos yeux en défaveur du justiciable. Parler de la justice et de ces changements nécessaires ou possibles, c'est d'abord essayer de comprendre d'où nous vient cette justice, quelles en sont les grandes règles, ce qui permet de savoir quoi toucher, quoi changer. J'essaie d'être très bref sur cette question. Nous sommes indépendants avec le Mali en 1959 et le Sénégal tout seul en 1960. Il fallait mettre en place des institutions judiciaires. Donc, nous n'avions pas assez de personnel pour faire ce travail. L'État, par le chef d'État, a organisé autant qu'il pouvait notre justice. Une constitution, des lois organiques pour organiser la magistrature et les procédures judiciaires. Quelques années plus tard, j'étais parti en Europe faire mes études. Et quand je suis rentré au Sénégal, le 12 novembre 12 novembre 1972, je suis rentré avec le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, mais surtout pour être enseignant à l'université. Alors, le 1er janvier 1973, je me suis vu être le premier Sénégalais à enseigner le code de la famille, à côté du premier Français à le faire, qui s'appelait Monsieur Pellegrin Ardoff, qui était mon patron universitaire à Dakar. Et donc, fin 72, 1er janvier 73, je découvrais, presque en même temps que mes étudiants, l'ampleur de ce qu'était le code de la famille. Et j'étais le premier à l'avoir enseigné au Sénégal. Et pour l'enseigner, il me fallait l'apprendre. Parce que je n'étais pas présent à la période de son élaboration. Et j'ai découvert les richesses nouvelles que ce texte apportait aux Sénégalais. Qui avait fait ce code de la famille? D'abord, intégrer dans nos usages une grande partie du droit français pour nous conduire vers ce que Senghor et tous les juristes croyaient être le système du code civil français bon pour le développement de l'Afrique. Mais en même temps, intégrer avec ce code civil français les coutumes du Sénégal qui étaient pour la première fois sortis du règne de l'oral pour rentrer dans le règne de l'écrit. Et l'important pour moi, du point de vue des réformes, est que lorsque je suis devenu ministre de la Justice, étant un spécialiste connaissant bien le code de la famille, je me suis rendu compte que tout le code de la famille, à 80%, était appliqué par des juges qui n'avaient pas un diplôme de droit. Parce que pendant la période coloniale, nous n'avions pas assez de cadres, et lorsque nous sommes devenus indépendants,
les autorités ont choisi... Il y avait quel profil pour décider du droit de la justice? C'était des greffiers, des secrétaires de greffes et parquets, qui avaient l'habitude de travailler en pratique dans la justice, qui avaient de l'expérience, mais qui ne connaissaient pas les fondamentaux du droit civil. Les grandes théories romaines qui ont fait le droit civil français, dont la France a hérité et dont nous sommes héritiers. Un greffier qui n'avait pas fait de... Rendait-il malgré tout, rendait-il bien la justice? Et ce qui est important est que tout le Sénégal était jugé en matière de droit de la famille par ces personnes-là, qui étaient braves, qui avaient une compétence pratique, mais qui ne connaissaient pas les théories fondamentales qui étaient à la base du code de la famille. Et donc, bien outillé, alors... Voilà, et donc, la grande réforme, pour moi, que nous avons accomplie, je n'étais pas seul. Il y avait des directeurs au ministère de la Justice qui étaient plus expérimentés que moi-même. Jean Benguia, Max Després, Bassirou Tall, ils avaient 100 fois plus d'expérience que le jeune ministre qui venait d'arriver. Mais j'avais compris une chose, que ce nouveau droit que Senghor nous a apporté ne pouvait pas être laissé à la disposition des greffiers qui n'en comprenaient pas les théories fondamentales. Et donc la vraie réforme que nous avons accomplie en 1984, c'était en créant les tribunaux départementaux de décider que désormais ce sont des magistrats sortis des grandes écoles qui vont diriger les tribunaux départementaux. Et ça, c'est une réforme fondamentale, ce qui a permis aujourd'hui, Matam, Bambey, Tambacounda, Kédougou, partout, ce sont des magistrats aussi bien formés, sinon mieux formés que moi-même, qui peuvent rentrer dans ces grandes théories et qui dirigent ces tribunaux. Ça, c'était une grande réforme fondamentale. Tout le reste, c'est l'accompagnement. Vous parlez de Léopold Sédar Senghor, le premier président de la République. Justement, il y a beaucoup de dispositions qui sont d'inspiration senghorienne, notamment les infractions politiques. Vous regardez aujourd'hui le code pénal sénégalais, des articles de l'article 56 à 100, que des infractions politiques, atteinte à la sûreté de l'État, offense au chef de l'État. Est-ce que dans vos réflexions, dans les réformes que vous prenez, vous êtes pour qu'on fasse sauter ces dispositions que certains qualifient, mais alors vraiment d'époque? Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le code pénal. Ce qui est d'époque, c'est le code pénal, le code de procédure pénale, le code de procédure civile. Il faut le refondre totalement. Il y a des ouvrages majeurs, comme le code pénal, le code de procédure civile, le code de procédure pénale. Le code des obligations civiles et commerciales est plus actuel, parce que s'adresse aux commerçants. Mais ce qui s'adresse au peuple... Là aussi, vous avez beaucoup de griefs que vous soulevez. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Ce qui s'adresse au peuple, c'est le code pénal, c'est le code de procédure civile, c'est le code de procédure pénale. Ça, c'est fait pour le peuple, dans son intégralité. Et c'est le système colonial qui nous avait gouvernés, qui avait mis des relations entre gouvernants et gouvernés à travers ces trois codes-là. Nous avons tenté, de 1960 à maintenant, de les améliorer. Mais le pire y est resté. Et donc aujourd'hui, à mon avis, il est temps que des sachants, des personnes compétentes, des personnes qui aiment le Sénégal, qui ne sont pas partisanes, qui veulent travailler uniquement pour le bénéfice du Sénégal et de son avenir, qui se penchent sur le code pénal, le code de procédure pénale, le code de procédure civile, pour apporter les modifications qui nous permettent d'exercer nos libertés sans souci. Les infractions politiques, j'insiste, faut-il tout de suite, immédiatement, pour davantage une image de démocratie du Sénégal, une image de justice, réfléchir à les revoir? À mon avis, le Sénégal est une démocratie. N'entretenons pas des complexes. Notre démocratie, notre tentative, notre ceci, ce sont l'expression de complexes. Car vous prenez le Sénégal, vous prenez les grands pays dont on parle de la démocratie, vous faites sur deux balances, vous verrez que dans le domaine des idées, il n'y a pas mieux que nous. Je n'ai aucun complexe à cet égard. Il y a du bon, il y a du moins bon, dans tous les pays du monde. Nous, je parle du moins bon, pour qu'on puisse corriger le moins bon. Il y a des crimes et des délits qui sont d'obédience politique, et il est tout à fait certain que si vous avez un dirigeant
qui ne respecte pas la liberté des adversaires ou des citoyens, il peut avoir tendance à les utiliser. Donc il faut faire en sorte que tout le monde soit égal devant la loi. Que tout le monde soit égal devant la loi. Et ne pas mettre des instruments de répression au service de qui que ce soit. Je dis bien de qui que ce soit. Et pour tous les temps. Il faut donc des personnes qui ne soient pas partisanes dans leur comportement. Les infractions les plus en vue, l'article 80, l'atteinte à la sûreté de l'État, il y a le délit d'offense au chef de l'État. Pour vous, ça doit toujours exister dans un pays comme le Sénégal. Il y a pire dans le code pénal et dont on ne parle pas. Les articles 152 à 160, vous n'avez pas parlé de l'enrichissement illicite. Oui. Pour moi, c'est pire que l'article 80. Vous attendez quelqu'un qui a 68 ans, qui a fait 40 ans de fonction publique, il est à la retraite depuis 10 ans, vous venez lui dire tout ce que vous avez dans la vie, d'où ça vient. Il peut vous le dire? En tout cas, moi, je ne peux pas. Et que quelqu'un qui le puisse le dire, qu'il peut le faire. Quelqu'un qui a 70 ans, qui a travaillé 40 ans, qui est à la retraite depuis 20 ans, qui a 3 voitures, 2 maisons, vous lui dites justifier d'où ça vient. Alors que sa première chambre, il avait vendu un cheval pour acheter 2 chevaux, il a vendu 2 chevaux pour acheter une charrette, il a vendu une charrette pour acheter un véhicule, il a vendu 2 véhicules pour louer une maison, et tout cela accumulé a fait aujourd'hui 2 maisons et 3 voitures. Vous lui dites justifier d'où ça vient. Cas pratique, vous êtes un ancien enseignant en droit à l'université de Dakar. Cas pratique, Karim Wade, vous considérez aujourd'hui que c'est injuste qu'il ait subi cette sentence de la justice sur les délits d'enrichissement illicite par la CREI? Vous savez, Monsieur Fall, lorsque, sauf erreur de ma part, Monsieur Karim Wade a fait l'objet de poursuites, j'ai tenu une conférence pour expliquer que selon moi, le délit d'enrichissement illicite, autant que sa cour, ont été supprimés en 1984-85 lorsque j'étais garde des Sceaux. Des juristes plus compétents que moi et plus forts que moi ont fait admettre que cette cour existe. Mais ils ne diront jamais que les règles de cette cour sont des règles qui respectent les principes fondamentaux des droits de la défense. Au moins ça. Si on admet aujourd'hui par la force des choses que cette cour existe, mais personne ne dira que cette cour respecte toutes les règles auxquelles sont soumises les personnes poursuivies dans les États qui respectent leurs droits. Et donc, lorsque quelqu'un est jugé, quoi qu'il ait pu faire, hein, parce que je ne suis pas là pour pouvoir dire tel a fait, tel n'a pas fait. Parce que il faut juger d'un dossier que l'on tient. Mais quoi qu'une personne ait pu faire, si on le juge avec cette cour de répression de l'enrichissement illicite, ce jugement n'est pas régulier. Voilà, quoi qu'il ait pu faire. C'est tout. Quoi qu'il ait pu faire. Ce jugement n'est pas régulier parce que cette cour fonctionne de façon anormale par rapport aux principes fondamentaux relatifs au respect des procédures judiciaires et des droits de l'homme. Ça, le monde entier le reconnaît maintenant. Il est temps simplement d'arrêter cette cour et de juger tout le monde avec des règles de droit commun. Avec des juridictions ordinaires. De droit commun, une juridiction ordinaire, croyez-moi, au Sénégal, peut juger n'importe qui et condamner n'importe qui. Et pour n'importe quoi. C'est pourquoi je vous demande... Les juridictions sont assez outillées pour ça. Plus que outillées. Tous les délits et tous les crimes sont prévus par notre code pénal à profusion. N'importe qui, je dis bien, et je n'enlève personne, peut être poursuivi, jugé et condamné par les juridictions ordinaires et peut-être même pour n'importe quoi. Le code des obligations civiles et commerciales, je vous entends souvent déplorer le fait, par exemple, que quand une banque prend la maison d'un de ses clients, qu'une décision de justice tombe, que ce citoyen-là n'a aucune possibilité de recours, des choses pour vous fondamentales qu'il faut changer. Les citoyens ont des possibilités de recours. Cependant, la question que vous posez prend sa source aujourd'hui de 2 textes. Le texte mis en œuvre par l'Organisation pour l'harmonisation du droit africain, l'OHADA, relatif
aux procédures d'exécution. Lorsqu'on saisit votre bien et qu'on le vend aux enchères, cela relève de l'OHADA. Il y a aussi un autre texte qui vient d'être adopté par le Sénégal, c'est la création des tribunaux de commerce. Et c'est au regard des procédures devant ces tribunaux de commerce qu'il n'y a pas d'appel possible contre une décision du tribunal de commerce lorsque l'enjeu tourne autour de 20-25 millions de francs. Ce que je trouve irrégulier. Parce qu'un pays comme le Sénégal, 25 millions est bien une fortune pour un Sénégalais. Alors lorsqu'on lui dit vos 20 et 25 millions, on peut vous condamner pour ce montant et que vous ne pouvez pas faire appel, ça c'est mettre 90% du peuple sénégalais à genoux. Ils n'ont pas le moyen, ils n'ont rien, et on leur dit, vous ne pouvez pas faire appel. Mais quand on ne peut pas faire appel, on peut faire un pourvoi en cassation. Mais oui. Vous le faites où? Vous le faites à Abidjan. Oui. Le pourvoi en cassation en matière commerciale se fait à Abidjan. Donc un Sénégalais qui n'a rien, vous mettez 25 millions sur son dos, et vous lui dites, allez jusqu'à Abidjan avec votre avocat pour vous défendre là-bas. Il y a des choses à regarder simplement. Je ne suis contre rien, mais ce qui existe dans notre pays aujourd'hui, est que l'idée qu'on apporte peut être une bonne idée, mais la technicité qui permet de bien l'appliquer et que tout le monde sente que c'est bien, c'est ça qui nous manque. Ou bien le sérieux aussi, pour bien le faire. Les gens sont pressés, dès lors qu'on leur donne une idée, dès lors qu'on leur demande de faire un texte, ils sont pressés de le faire. S'ils appartiennent au privé, pour recevoir des honoraires. S'ils appartiennent au public, pour avoir des félicitations du patron qui va les monter en grade. C'est pas ça. Pour monter en grade et le mériter, il faut être patient et faire un bon travail. Or, cela manque dans l'essentiel de nos textes. Puisque c'est le citoyen qui vous intéresse dans les réformes de la justice que vous proposez, le mandat de dépôt facile, on en parle depuis plusieurs années, mais ça semble toujours la règle, l'exception. Ce sont les autres possibilités mises sous contrôle judiciaire, etc. Le mandat de dépôt facile. Vous savez, Monsieur Fall, nous oublions souvent, nous tous Sénégalais, que lorsqu'on parle du Sénégal, il n'y a pas que des Sénégalais au Sénégal. Ils vivent au Sénégal des Russes, des Américains, des Français, des Portugais, des Maliens, des Ivoiriens, des Chinois, etc. Et la justice doit être ici la même pour toutes ces personnes-là. Donc lorsque on permet dans notre pays d'utiliser le mandat de dépôt avec autant de facilité, tout le monde est en danger. Et de tous les pays du monde qui vivent au Sénégal. Et c'est pourquoi donc, à mon avis, il faut mettre en œuvre une procédure plus rigoureuse du juge des libertés, avec la possibilité pour les avocats de bien accompagner ces juges des libertés, pour que celui qui mérite vraiment d'aller en prison, aille en prison. Mais que ce ne soit pas un instrument facile, souvent pour se débarrasser du dossier. Parce que parfois, et je les comprends, parfois, il y a le quart de police qui arrive, le dernier jour de la garde à vue, qui amène un lot de personnes, un lot de dossiers, il fait tard. Soit on les libère, soit on les met en prison. On ne peut même pas les garder un jour de plus parce qu'on est à la fin de la garde à vue. Et les magistrats qui travaillent ces dossiers, non, ils n'ont pas le temps. Alors, il y a beaucoup de dossiers. Ils regardent, mandat de dépôt, mandat de dépôt, mandat de dépôt. Et souvent, ils sont en prison avant même que le juge d'instruction ne regarde. Ça dépend de la procédure de jugement. Bien sûr. Quand le procureur en décide, parfois le juge, il est lié, il fait un OK sur ce que le procureur a dit. Même il y a des procédures où le juge n'intervient pas, le juge d'instruction n'intervient pas. Tout à fait. C'est pourquoi si le procureur choisit qu'il va juger par la procédure des flagrants délits, aucun juge d'instruction n'est concerné. Tout à fait. C'est le procureur qui met en prison directement. Vous y allez et il vous fait juger à la date qu'il aura fixée lui-même. Et ce jour-là, il aura eu le temps de regarder le dossier et de prendre une décision. Une sorte de superpuissance des procureurs, c'est une situation normale pour vous? C'est tout à fait anormal dans un pays où l'on respecte la liberté des citoyens, où on fait attention avec les cellules de prison. Mais quand on ne fait pas attention avec ce qui se passe dans une prison, on peut faire ce qu'on veut. Or, les prisons sénégalaises ne sont pas recommandables. L'autre volet des réformes de la justice, la magistrature.
L'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, ne cesse de dénoncer ces possibilités d'immixtion de l'exécutif dans le fonctionnement du système judiciaire et la mainmise de l'exécutif sur la carrière des magistrats. Vous savez, l'immixtion de l'exécutif dans le système judiciaire existe directement dans un seul cas. Nous venons d'en parler. Les pouvoirs du procureur de la République et lequel procureur, hiérarchiquement, dépend directement du procureur général, lequel, hiérarchiquement, dépend du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice peut, par écrit, donner des instructions au procureur de la général, lequel par écrit au procureur de la République, qui sont tous tenus de l'exécuter. Et parfois, les instructions peuvent résulter d'une discussion verbale. D'un état d'âme. D'un état d'âme. Et dans tous les cas, c'est certain, ce n'est pas une immixtion, c'est un pouvoir direct. L'immixtion, c'est lorsqu'on n'a pas le pouvoir. C'est lorsqu'on n'a pas le pouvoir qu'on parle d'immixtion. Le ministre de la Justice a un pouvoir direct sur les procureurs pour donner des instructions pour la justice. Mais le pouvoir que les procureurs ont, à cause du code pénal et du code de procédure pénale, c'est là où se trouve le problème. C'est pas le ministre de la Justice, c'est le code de procédure pénale qui donne directement aux procureurs le pouvoir de faire ce qu'on leur demande. Mais s'ils n'ont pas le pouvoir de faire ce qu'on leur demande, ils ne peuvent pas le faire. Ils peuvent pas. Donc, maintenant, je vais aller sur l'autre aspect. Sur ce direct-là encore, l'important pour moi, le direct dont on vient de parler, l'important c'est de s'occuper du code de procédure pénale. Quand on s'occupe bien du code de procédure pénale et bien du code de procédure civile, ces immixtions n'auront plus aucun danger. C'est là où se trouve la solution, c'est pas le ministre. C'est un débat J'étais ministre de la Justice, j'ai exercé ces pouvoirs-là. C'est un débat, Maître Doudou Ndoye, qui amène souvent à réfléchir, à beaucoup échanger dans l'opinion sur l'indépendance de la justice. On parle beaucoup on dit souvent que c'est l'indépendance de la justice, c'est un problème de personnes. C'est l'autre aspect. Mais est-ce que ce n'est pas l'organisation de la justice qui fait que les magistrats peuvent pas faire correctement leur travail? C'est cette relation de hiérarchie entre le parquet et le ministère de la Justice. Mais pas du tout. À mon avis, pas du tout. Si le ministre de la Justice vous dit mettez M. Babacar Fall en prison, et si vous n'avez pas le pouvoir légal, vous pouvez le faire? Vous ne pouvez pas le faire? Mais par conséquent, le ministre de la Justice ne commande pas la justice. Il exprime son désir. Et n'oubliez pas aussi qu'un gouvernement est chargé de l'ordre public. Il ne faut pas confondre l'ordre public avec l'ordre privé. Gouverner, c'est protéger tout le Sénégal. C'est donc veiller sur l'ordre public. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas pour la rupture de cette hiérarchie entre le ministre de la Justice et le parquet? Il faut que je vous explique les fondamentaux. Je ne peux pas répondre brutalement sur une question relative à la justice et au droit sans vous expliquer les fondamentaux. Le peuple sénégalais ne peut pas entendre Doudou Ndoye dire je veux ça, je ne veux pas ça. Il y a une raison. J'ai dit, et je précise, je voudrais que vous le compreniez bien, qu'aujourd'hui, on est en train de parler du ministre de la Justice. On n'a pas encore parlé du président de la République. C'est l'autre question dont on va parler. Alors, le ministre de la Justice et comme le président de la République, tous les deux sont chargés de l'ordre public de notre pays. Moi, quand je suis chargé de l'ordre public de notre pays, celui qui menace cet ordre public, je le fais arrêter. En tout cas, je demande à ce qu'il soit arrêté. Je dis tout de suite, c'est ce que je ferai. Alors, ceux qui sont chargés de l'ordre public, voyant quelqu'un, ils pensent qu'il est de nature susceptible de menacer le pays, mais il doit prendre une disposition pour protéger son pays. Maintenant, le procureur, à qui je demande de faire, si la loi lui donne tous les pouvoirs, vous êtes en danger. Vous êtes en danger, parce que lui-même, il peut utiliser ce pouvoir dans son intérêt personnel. Donc, il faut que la loi soit faite de telle manière que chaque personne qui vient devant le procureur soit protégée, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il a vraiment fait. Et c'est donc dans le code pénal, et dans le code de procédure pénale, et dans le code de procédure civile, que se trouvent les solutions des intérêts des citoyens. Maintenant, l'autre aspect de la justice et du pouvoir exécutif, c'est ce que les magistrats et d'autres personnes revendiquent. C'est dire le président de la République et le président du Conseil supérieur de la magistrature
et le ministre de la Justice en est le vice-président. C'est eux donc qui président lorsqu'il s'agit de la carrière des magistrats, des nominations. Et ils se disent, ce n'est pas normal que le président, dont on est indépendant par principe, puisse nous nommer. Il faut qu'il sorte de ce conseil. Moi, je dirais oui. Le président de la République, mon point de vue, j'annonce, mon point de vue, qui peut être vrai, qui peut être faux, mais ce que je pense que si les magistrats, si les journalistes, si nous les avocats, nous disons tous, le président de la République ne doit pas être président du Conseil supérieur, le ministre ne doit pas être vice-président, qu'il sorte. Je dis oui, je sors du Conseil, mais je suis président de la République. Je suis chargé de l'ordre public, encore une fois de plus, du Sénégal. Est-ce que vous croyez que je vais laisser des magistrats nommer leurs collègues avec des relations que j'ignore pour décider de la liberté de Babacar Fall et que je ne regarde pas ça? Ce que certains appellent la République des juges. Mais alors, que ce serait en danger. Il faut que le président de la République sorte de ces conseils-là pour qu'on ne l'accuse pas d'utiliser ce conseil, mais qu'il ait un droit de veto sur les décisions relatives au personnel judiciaire. Parce que moi, je peux être l'ami du juge, et le président de la République, par ses renseignements généraux, sait bien que Doudou Ndoye est l'ami de tel juge, il sait bien que tel juge fait partie de tel groupe, parce qu'il a tous les renseignements du pays, et il laisse ses collègues, ses amis, le nommer à un poste sensible où il peut faire ce qu'il veut. Nous ne sommes pas encore prêts pour ça. Nous pouvons être prêts. Nous sommes prêts pour tout, nous. Nous sommes un pays civilisé et très avancé. Le Sénégal est prêt pour tout. Mais ce qui lui manque, ce sont des hommes honnêtes, des hommes sincères, qui sont compétents et qui travaillent pour leur pays sérieusement. Quand vous dites que les théoriciens ont du mal et beaucoup de mal à définir, à distinguer la justice, qui est l'aspiration et la vertu, de la justice, administration publique, de définition que vous donnez, et aussi le pouvoir judiciaire, appareil administratif de celui du juge. Expliquez-nous. Vous êtes en train de me ramener à l'université. Vous savez, justice comme idéal, c'est la théorie que tout le monde a enseignée. Le juste. Mais être juste, ça commence par la maison, là où vous êtes. Être juste, ça commence par le travail, là où vous travaillez. Donc, faire des choses justes, c'est ce que tout le monde veut. Mais la justice est aussi un appareil qui est appelé la justice. L'appareil judiciaire. On l'appelle communément la justice. Mais cette justice-là doit être bien organisée. Doit comprendre des magistrats compétents, bien formés. Et je pense que le Sénégal en a. Et ces magistrats compétents, bien formés, doivent être toujours mieux formés. Parce qu'aujourd'hui, sur certains aspects des décisions de justice, je pense que certains ne sont pas très bien formés. Mais on peut améliorer leur formation et puis aussi améliorer aussi la formation des avocats et des autres agents de la justice. Parce que le magistrat ne rend pas la justice sans avocat. Et le magistrat ne peut pas rendre une bonne justice sans bons avocats. C'est tous les doigts d'une même main. Donc, il faut des changements. Mais des changements sérieux. Sur quelques questions, on ne touche pas tout. On n'a pas besoin de tout toucher. Regardez, je vais vous donner un exemple. Un seul exemple. Le Code de la famille du Sénégal comprend plus de 800 articles. Aujourd'hui, si on me disait de faire un changement dans le Code de la famille, je ne changerai que 2 articles. Bon, d'autres verront d'autres articles, Moi, je parle des 2 articles que j'ai vus, qui viennent du droit français, que nous avons introduit ici, qui est en train de maintenir la moitié du peuple sénégalais dans la pauvreté. C'est quoi cette disposition? L'indivision. Vous, Monsieur Fall, votre papa va décéder, va laisser 3 épouses, avec une bonne maison, grande maison dans la Médina. Les 3 épouses, chacune a 3 enfants, vous êtes 9. Et les uns sont en Chine, les autres sont en Espagne. Il y a un investisseur qui vient avec 3 milliards pour que vous mettiez cette maison dans l'investissement et qu'il vous construise un gratte-ciel. Vous ne pourrez jamais le faire. Vous ne pourrez jamais le faire à cause de l'indivision. Or, aujourd'hui à Dakar, tout le monde vient investir.
Parce qu'on sait qu'il y a du pétrole, il y a du gaz au Sénégal, le Dakar est ouvert, nous sommes une démocratie, les Chinois viennent, tout le monde vient, et toutes les maisons sont vieilles. Et pourquoi elles restent vieilles? Rentrez dans chaque maison et demandez qui est propriétaire, comment ça fonctionne, qui peut décider, qui peut signer. Vous allez voir. Dakar va rester pour longtemps une vieille ville. Et même les Almadies vont l'être. Parce que tous les cadres supérieurs, riches, qui ont de grandes villas aux Almadies, ils ont la plupart deux femmes. Ou si c'est pas deux femmes aussi, il y a peut-être des enfants d'autres lits. Alors, demain, quand ils vont mourir, et qu'il y aura 7 enfants qui ont tous émigré, et qu'il y a l'indivision encore, toutes ces maisons des Almadies, de Ngor, vont rester en l'état. Vont rester en l'état pendant 50 ans, après ce sera des ruines. Alors, je pense que ce texte doit être réétudié. Il y a d'autres choses, mais ça va être très long. Ça va être très long. Pour l'instant, je vous parle de ce qui permet aux Sénégalais d'être riches, de gagner leur vie, de manger, de voir des appartements qui sont beaux, qui leur appartiennent. Nous allons continuer à vivre seulement dans la pauvreté de la Médina, de Gueule Tapée, de Fass, de Colobane, de Pikine, de Parcelles Assainies. Il faut bien qu'on sorte de ce système, qu'on aille vers la richesse commune pour tout le monde. Donc, les règles qui nous permettent d'y aller, nous, Sénégalais, moi, je ne demande que ces règles-là. La politique dans cette émission, Maître Doudou Ndoye, l'invité du grand jury, vous êtes leader de parti politique, l'UPR. Vous avez été 2 fois candidat à l'élection présidentielle au Sénégal, 2007 et 2019. Pourquoi en 2019 2007 et 2012. Et en 2019, vous ne vous êtes pas présenté, et pourquoi? Mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons. L'une, j'ai presque 75 ans. Si la Constitution votée en 2016 dit que si vous passez 75 ans, vous ne pouvez plus, je ne l'ai pas encore passé, je pouvais, mais je suis presque. Et donc c'est ma sagesse personnelle qui me dit, Doudou, vous êtes presque au bout du rouleau constitutionnel, donc arrêtez. Ça c'est une première explication. La deuxième explication est que les 2 résultats que j'ai eus en 2007 et 2012, quand même, m'ont suffisamment édifié des tendances du peuple sénégalais. Donc à quoi ça servirait pour moi, avec ces taux si faibles que j'avais eus, de tenter encore le diable? Vous avez eu du mal à atteindre 1% des suffrages. Oui, c'était ce que je dis. Ouais. Je le dis à tout le monde. Oui. Je suis un sage. Vous l'assumez, il n'y a pas de problème. Je suis un sage, je n'assume rien. C'est le destin qui me fait vivre. Oui. Je n'ai rien à assumer. Et votre silence... Je suis un sage. Je tire les conséquences des événements. Vous êtes réaliste. Mais je suis sage. Votre silence, en tout cas, depuis la dernière présidentielle, et d'ailleurs, le parti politique que vous dirigez, l'UPR, n'a pas donné de consigne de vote. Pourquoi? Écoutez, je me demande pourquoi donner des consignes de vote. Nous sommes arrivés à une phase cruciale du développement démocratique du Sénégal. Une nouvelle constitution a été loin, un grand changement a été voté en 2016 sur notre constitution. Une grande loi a été votée instituant un système de parrainage complexe, avec toutes les difficultés que nous avons vues, mais que moi j'avais vu venir. Je n'ai jamais été d'accord avec cette loi sur le parrainage. Je le dis tout de suite. Mais ne pas être d'accord ne signifie pas que ça ne sera pas fait. Chacun est libre d'être d'accord ou pas. Mais lorsque la majorité parlementaire vote, on est tenu de l'appliquer. Bon, mais moi, j'ai le droit d'être d'accord ou pas. Alors, maintenant, devant toutes ces choses-là, les élections approchent. Franchement, je préférais laisser chaque Sénégalais, chaque personne qui m'aime bien, la liberté de choisir. Et personnellement, vous avez voté pour qui? Écoutez, je commence par vous dire que je suis allé voter accompagné de mon épouse. J'ai voté dans mon bureau de vote dans une école de Dakar Plateau. Ensuite, j'ai accompagné mon épouse voter dans son bureau de vote qui est dans une autre école. Parce qu'à la suite d'erreurs administratives, le bureau de vote où je votais et qui se trouve sur ma carte électorale, ce bureau a été transféré ailleurs. Alors que vous avez été victime. C'est pas écrit sur ma carte électorale. Donc aux élections législatives, j'ai dû fouiller tout Dakar pour trouver où je suis. Maintenant, je le sais, je n'ai plus besoin de la carte électorale. Je suis allé directement, je savais que je votais là-bas. Ma femme est restée en ces lieux. Et quand nous sommes allés voter, dans les 2
bureaux de vote, les 2 écoles, il y avait foule. La foule était propre. La foule était correcte. Les gens étaient bien alignés. Ils étaient bien civilisés. On a rigolé, on a parlé, on a salué. Eux aussi se parlaient, ils rigolaient. On ne savait pas qui était pour qui n'était pas pour qui. Tout le monde était frères et sœurs. Et pourtant, tout le monde n'a pas voté pour la même personne. Et le secret du vote est là. Et c'est ça l'intérêt de la philosophie du secret du vote, monsieur. Alors, si Khalifa Sall, puisque vous ne répondez pas à cette question, si Khalifa Sall, dont vous avez été l'avocat, un des avocats pendant le procès de l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, avait été candidat, serait-il votre candidat? Vous savez, récemment, il y a 6 mois peut-être, monsieur Diaby, de 2STV, m'avait interrogé. Moi, je n'oublie jamais le passé ni mes engagements personnels. Parce que moi, tout ce que je fais est dans ma tête. Et je ne me désavoue jamais. Je respecte mes principes et ce que je crois. J'ai dit à la télévision de monsieur Diaby, en direct, je suis l'avocat de monsieur, l'un des avocats de monsieur le maire Khalifa Sall. Je défendrai le diable si on lui tire mal la queue. La justice, ce sont des règles. Et si on ne respecte pas les règles, quel que soit le pouvoir en place, je défendrai cet homme-là. Pour moi, je ne cherche pas à savoir qui a commis un délit ou qui ne l'a pas commis. Comment on poursuit quelqu'un? Sinon, ceux qui n'ont jamais rien fait iront tous en prison. C'est le comment on poursuit quelqu'un qui m'importe. Et j'ai dit ce jour-là... Vous tenez aux formes dans les procédures. Oui, mais c'est la forme qui est la procédure. Sans forme, nous serons tous en prison. Quand il n'y a pas de forme, nous sommes tous des prisonniers. Le droit, c'est la forme. Et j'ai dit ce soir-là, je n'appartiens ni au parti de Khalifa Sall, ni à cette tendance politique. J'ai mon propre parti politique. Si je dois soutenir, je soutiens mon parti. Mais je le défends en tant qu'avocat. Avocat de toute personne contre qui il y a des procédures irrégulières, quel que soit le parti où il se trouve. Le vainqueur de cette... Je l'ai dit en direct, hein, ouais. Et je le rappelle. Le vainqueur de cette élection présidentielle, il s'appelle Macky Sall. Oui. Est-il un président de la République bien élu? Je vous ai raconté les 2 bureaux de vote où j'ai voté, où ma femme a voté. Il y avait une foule civilisée, une foule correcte, une foule où personne n'était avec personne. Chacun a voté dans la paix. Et c'est ce que ont remarqué toutes les personnes qui sont venues pour contrôler les élections au Sénégal. Donc, le jour du 24 février 2019, les élections seront passées parfaitement. Je parle de ce jour-là. Tous ceux qui étaient candidats ont exercé leurs droits. Tous ceux qui voulaient voter pour qui que ce soit et qui connaissaient le bureau de vote, ils ont voté normalement. Mais celui qui a été déclaré vainqueur, c'est lui le vainqueur. Qu'est-ce que vous voulez de plus? N'y a-t-il pas des problèmes de démocratie avec le parrainage que vous avez toujours dénoncé et l'impossibilité de potentiels challengers de Macky Sall de se présenter, où vous êtes avocat de Khalifa Sall dans cette affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar? Il y a aussi l'enrichissement illicite, la CREI qui a condamné Karim Wade, où vous êtes contre la CREI. Est-ce que dans cette élection-là et la mise à l'écart de 2 gros adversaires de Macky Sall, il n'y a pas des problèmes de démocratie? C'est pour ça que je vous demande si il est bien élu, Macky Sall. Je vous ai répondu tout à l'heure. Je vous ai dit, les élections ce jour, le 24 février 2019. Je ne prononce pas des mots de façon accidentelle. Je vous ai dit, le jour du 24 février 2019, tous ceux qui étaient candidats et tous ceux qui ont voté, tout s'est passé régulièrement. J'ai dit le jour du 24 février. Tous ceux qui étaient candidats. Les opérations de vote, d'accord. Je dis le jour du 24 février. Tous ceux qui étaient candidats, tous ceux qui ont voté, tout était bien fait. Et celui qui a été déclaré vainqueur ce jour-là, il a gagné. Et le chemin qui nous a mené à cette élection-là, voilà, entaché selon certains de problèmes de démocratie. Maintenant, vous rentrez sur un autre sujet. L'autre sujet, c'est 2 sujets, c'est pas un seul. D'abord, c'est le Sénégal. Le système législatif et réglementaire sénégalais, dans lequel nous vivons tous. Ce système a été voté en 2016 par le peuple sénégalais souverain par référendum. Je n'étais pas d'accord. Je n'ai même pas été voté. Parce que, pour mes raisons tout à fait personnelles, et j'affirme et je dis, je ne suis même pas allé voter. Mais le peuple sénégalais est souverain, c'est pas Doudou Ndoye.
Le peuple sénégalais souverain a voté sa constitution en 2016. Mais elle s'applique. Ensuite, le peuple sénégalais souverain, par la voix de ses représentants, et parmi ces représentants, il y a des candidats à la présidence de la République qui étaient le 24 février au vote, qui sont députés. Et ce même peuple sénégalais souverain, par ses représentants à l'Assemblée nationale, a voté la loi dite sur le parrainage. Et je n'aime pas cette loi, je le dis encore, mais c'est le peuple souverain par ses représentants qui l'a voté, qu'on soit d'accord ou pas, c'est notre loi. Donc, tout ce qui dérive de ce parrainage-là, je vais arriver à votre question de façon plus précise, ne vous en faites pas. Mais tout ce qui dérive de ce parrainage-là, pour moi, personne n'a rien à dire, même le rôle du Conseil constitutionnel, parce que c'est une institution constitutionnelle mise en place par la Constitution. Elle peut ne pas être parfaite. Aucune institution au monde entier n'est parfaite. Que ce soit aux États-Unis, en France, en Russie, en Angleterre, appelez le pays que vous voulez, nous allons démontrer que tel point n'est pas parfait dans ses lois ou dans ses jugements. Donc, un Conseil constitutionnel comme une Cour suprême, comme un tribunal peut se tromper, mais toujours est-il que, en matière électorale, concernant tout ce qui s'est passé, ce sont des institutions de notre République qui se sont prononcées. Donc, sur là, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on vit dans un pays de droit. Et dans un pays de droit, ne cherchez pas la perfection. Cherchez le respect de l'essentiel. On va maintenant plus précisément sur l'emprisonnement de Karim Wade et de Khalifa Ababacar Sall. Ça devient plus précis maintenant. Karim Wade, j'ai dit ce que je pense de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Il n'est pas le premier Sénégalais à passer devant cette Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et tout ce qui vient de cette Cour de répression de l'enrichissement illicite, Doudou Ndoye n'est pas d'accord. Donc ça veut tout dire. Maintenant, si on l'a emprisonné sur cette Cour, je ne suis pas d'accord sur cet emprisonnement. Les conséquences politiques, le peuple sénégalais les a tirées en votant pour Macky Sall aussi. Ce sont des conséquences politiques que le peuple sénégalais a tirées. La décision de justice sur Khalifa Sall, non plus vous n'êtes pas d'accord, naturellement, parce que vous êtes un de ses avocats dans cette affaire. Je donne des explications sur Karim. Maintenant, je donne des explications sur Khalifa Ababacar Sall. Khalifa Ababacar Sall est poursuivi au cours du mandat pour des faits que seul un juge peut apprécier. Mais dans le cadre d'une procédure qui ne me paraît pas tout à fait équitable. Maintenant, voilà un candidat possible, c'est évident, qui pour moi est poursuivi dans le cadre d'une procédure qui ne me paraît pas équitable. Mais aussi, disons, malheureusement pour lui, heureusement pour Macky Sall, le peuple sénégalais est seul souverain pour sanctionner le chef d'État qui a fauté. Et le peuple sénégalais, le 24 février, a voté pour Macky Sall. Voilà les conséquences que j'en tire en tant qu'observateur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que le peuple approuve ces décisions de justice appliquées sur ces deux opposants? Vous savez, la vie c'est une balance. On peut gifler son fils tout en l'aimant. Le peuple peut condamner les attitudes contre telle et telle personne et dire je préfère Macky Sall comme président de la République, en espérant que lui, Macky Sall, Monsieur le Président de la République, va en tirer un enseignement lui aussi et gouverner le Sénégal dans un sens qui nous donnera satisfaction. Justement après son élection contestée par l'opposition, le président réélu a tenu une déclaration dans laquelle il appelle tout le monde, notamment ses adversaires, à un dialogue. Est-ce que pour vous, c'est la meilleure façon pour un chef d'État d'appeler... Je vous présente mes excuses et je les présente aussi à toute personne qui se considère de l'opposition. Parce que l'opposition est un terme vague aussi. Il est tellement large qu'on ne sait pas qui est opposant. Mais je présente mes excuses à tout le monde sur ce que je vais vous dire. Je n'ai pas vu cette opposition contester l'élection de Macky Sall. Et je vais vous dire pourquoi. C'est grâce aux lois qu'ils sont candidats. C'est grâce aux procédures qu'ils sont candidats. C'est grâce à tout cela qu'ils ont voté et que tout le monde a voté. Et les mêmes lois disent que celui qui conteste doit faire ceci, doit faire cela, doit faire cela. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas déposé de recours. Ils n'ont pas contesté. Ils ont ruminé. Oui, formellement, juridiquement, oui. Ah non, légalement et politiquement. Politiquement, ils contestent. Pas contester, c'est un seul mot. Il n'y en a pas deux sens. Contester pour quelqu'un qui est candidat, c'est présenter sa contestation là où on la présente et ensuite continuer à se bagarrer politiquement. Mais
Ils ruminent politiquement, ils disent des choses politiquement, mais ils ne font aucune bagarre politique, qui doit avoir un fondement. Vous avez eu un fondement, vous êtes candidat, donc continuez avec le même fondement et continuez à contester. Donc il n'y a pas de contestation. La question sur le dialogue. Par contre, et c'est ça qui est plus intéressant pour moi, je trouve que, bien entendu, notre ami, notre cher frère, Monsieur le Président de la République, est un homme politique aussi. Mais, personnellement, je pense que appeler publiquement au dialogue n'est pas une bonne tactique, n'est pas une bonne méthode. Lorsque on veut faire des choses importantes, avec des gens qu'on considère importants, on a les moyens de les approcher. Vous croyez qu'un chef d'État n'a pas tous les moyens pour approcher quelqu'un d'important? De façon discrète? Mais bien sûr, tous les moyens pour approcher, vous voyez, tous les moyens de la terre. Un chef d'État a tous les moyens possibles. Quand on respecte quelqu'un, je dis bien, quand on respecte quelqu'un, et j'espère qu'il m'écoute, on ne l'appelle pas en public, on l'approche, on lui parle de vous à moi, on discute, on arrive à tomber d'accord tôt ou tard. Mais c'est pas un appel public dans les marchés, dans les ondes de radio, dans les rues, qu'on dit aux gens, venez à moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire à lui? Moi, par exemple, qu'est-ce que je vais faire à lui? Vous venez de dire que je suis responsable d'un parti politique. Qu'est-ce que je vais y faire? Pour dialoguer sur quoi? Je viens de vous parler de choses sérieuses aujourd'hui, et tout le Sénégal m'a entendu. Changeons le code de la famille sur telle question. Changeons les lois sur le tribunal de commerce sur telle personne. Et rendons le Sénégal plus riche. J'en ai la technicité juridique. Et d'autres l'ont, et je les connais, qui nous le confient sans qu'on nous barre la route. On l'aide à changer ce pays. Le même président... C'est dans un marché qu'on va m'appeler? Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec cette façon d'appeler au dialogue? Absolument contre. On discute entre gens responsables de questions sérieuses. Et quand on est d'accord, tout le monde le saura. Tout le monde le saura. Et pourtant, mais on n'appelle pas un responsable en public. Macky Sall, vous avez confié la Commission nationale de réforme foncière, vous aviez démissionné, vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas associé votre parti et votre personne au travail qu'il est en train de faire à la présidence de la République. Non, notre parti n'était pas concerné par la Commission de réforme foncière. Non, c'est Doudou Ndoye en tant que c'est pas une affaire politique. Expert du droit et leader de parti politique, bien sûr. Oui, mais non, si je n'étais que leader de parti politique... Doudou Ndoye alors. Voilà, parce que des leaders de parti politique, il y en a 200. Les 190 sont mes élèves, je regrette, dans les matières que je connais. Les 190 sont mes élèves, et même peut-être plus. Très bien. Donc, le parti politique n'a rien à y voir. La politique n'a rien à y voir. Je parlais de cela, j'écrivais sur cela, je me battais sur cela depuis 50 ans ou 60 ans. Toute ma vie, je viens de vous dire quelque chose sur la Médina, Gueule Tapée, Fass, Colobane, sur toutes ces maisons qui tombent en ruine, parce que personne n'est propriétaire, personne ne peut signer un acte qui permet d'y mettre des milliards. Vous attendez Macky Sall pour les régler? Ou après lui? Mais ça ne regarde pas Macky Sall, ça. Ça me regarde moi. Et ça regarde chaque Sénégalais. Ce sont nos enfants qui sont en cause, ce sont nos petits-enfants, ce sont nos cousins, nos cousines qui meurent de faim. On doit le résoudre. Et voilà, c'est tout. C'est pourquoi j'ai répondu à son appel pour diriger la Commission nationale de réforme foncière. Malheureusement, il y a eu des barrages, des choses que j'ai pas comprises, que j'ai pas acceptées. Et je suis resté tranquillement chez moi. J'ai abandonné, je suis là. Je suis prêt encore à faire ce travail-là. Je le dis tout de suite avant qu'on nous pose la question. Ah oui, hein? Mais oui, bien sûr. Mais tout ce qui touche le Sénégal, moi, s'il vous rappelle, vous êtes disponible. Il n'a pas besoin de me rappeler. Macky Sall est mon ami. Je le dis tout de suite haut et fort. Il n'a pas besoin de me rappeler. Il a besoin de respecter et de faire respecter les gens qu'il aime et qu'il veut utiliser pour le Sénégal. Je n'attends plus rien du président de la République, mais j'attends le respect pour moi et pour toutes les personnes qui peuvent servir le Sénégal et que chacun apporte son savoir et son savoir-faire. Nom de Dieu, une fois pour toutes, pour notre pays. C'est tout. Maître Doudou Ndoye, merci d'être passé devant le grand jury d'RFM.